Deuxième partie sur ce chapitre sur l'imperfection des marchés. Partie donc numéro 2, en situation d'oligopole, les entreprises ont intérêt à s'entendre, mais l'entente est précaire. Alors vous allez voir, je vais un petit peu me répéter parce que je vais partir de ce qui s'appelle un jeu théorique, le dilemme du prisonnier, et je vais essayer de faire une application à ce jeu avec une situation de concurrence entre deux entreprises. Revenons d'abord sur ce qu'on entend par oligopole. Un marché est en oligopole lorsqu'il est caractérisé par un faible nombre d'entreprises. Ces dernières peuvent être amenées à se livrer une concurrence féroce pour gagner des parts de marché. Par exemple, elles peuvent être poussées à baisser toujours plus leurs prix. On parle alors de guerre de prix ou on parle aussi de guerre commerciale. Cependant, la théorie économique récente, alors récente, hein, elle a déjà 50-60 ans, la théorie économique récente montre que ces entreprises peuvent avoir surtout intérêt à former des ententes, où on parle aussi de cartels, hein, comme les cartels de la drogue, c'est-à-dire à se regrouper pour se partager le marché ou pour s'entendre sur les prix. C'était par exemple le cas pour ce qui s'appelle le cartel des compotes avec Materne, Andros et tout ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, ou si je ne le fais pas, simplement, on avait des entreprises qui se mettaient d'accord pour fixer des prix supérieurs à ce qu'il y aurait s'il y avait de la concurrence. Bon. Ce choix entre guerre des prix et entente peut être étudié à l'aide du dilemme du prisonnier. Ce modèle, ou jeu, parce qu'on fait ce qui s'appelle de la théorie des jeux, ce modèle a remis en cause des années de croyance en la vertu de la concurrence. Le jeu du dilemme du prisonnier, c'est un outil permettant d'expliquer les problèmes de non-coopération entre deux agents économiques. Imaginons deux prisonniers complices d'un crime et interrogés dans des cellules séparées. Il leur est offert le choix suivant. Soit l'un dénonce l'autre sans que cela soit réciproque, c'est-à-dire sans que l'autre le dénonce, et alors l'un est remis en liberté et le deuxième, l'autre, écope de la peine maximale, c'est-à-dire 6 ans de prison. Si les deux se dénoncent mutuellement, ils seront condamnés à une peine plus légère individuellement. Par exemple, 4 ans et 4 ans de prison. Ça n'empêche pas que, collectivement, 4 ans plus 4 ans de prison, ça fait 8 ans de prison. Et puis, si aucun ne dénonce l'autre, la peine sera minimale, 1 an de prison. Ouais, ils ont pris la main dans le sac, ils ont 1 an de prison, on n'a pas toutes les preuves, ça n'empêche pas qu'ils vont aller faire un petit tour en prison. Bon. La situation collectivement la meilleure, c'est bien évidemment la dernière. 1 an plus 1 an de prison, ça fait 2 ans de prison. Mais la difficulté de se faire confiance entre les prisonniers va conduire progressivement les prisonniers à envisager qu'ils vont se faire trahir et donc à se dénoncer mutuellement. L'équilibre, la situation à laquelle on aboutit sera la pire collectivement, c'est-à-dire 4 ans plus 4 ans de prison égale 8 ans de prison. Ce dilemme permet de montrer que les entreprises ont intérêt à coopérer entre elles, à s'entendre afin d'obtenir un pouvoir de marché, et ne pas se livrer une guerre commerciale qui pourrait être désastreuse. Mais ce dilemme est aussi intéressant pour montrer que ces ententes ne sont pas stables, parce qu'une entreprise pourra avoir envie de trahir l'autre entreprise, notamment pour gagner des parts de marché. Et la situation, non pas la situation, excuse-moi, et la question, c'est de savoir comment stabiliser une entente alors que ces ententes, on le verra par la suite, sont interdites. Alors faisons une application à une situation de concurrence. Imaginons le marché des heures de soutien scolaire et imaginons deux professeurs de SES qui font payer des cours particuliers dans une petite ville. Les professeurs de SES sont peu nombreux, donc on peut partir de l'idée qu'ils sont deux. Deux professeurs, c'est-à-dire deux entreprises, c'est-à-dire on a un duopole. Imaginons que 10 élèves aient besoin de 20 heures de cours particuliers pour préparer des concours. C'est vital pour eux, c'est leur avenir qui est en jeu. Si les profs se mettent d'accord sur les tarifs, les profs ont 5 élèves chacun pour 25 euros de l'heure, soit 25 euros x 5 élèves x 20 heures, égale 2500 euros par prof. C'est pas mal. S'ils se livrent une concurrence, ils doivent baisser leur prix à 15 euros de l'heure. En dessous, ça ne vaut pas le coup de bosser pour un prof qui peut faire autre chose, comme faire des bêtises avec son ordinateur pour s'enregistrer.
Bon, donc on reste sur cette solution de concurrence, ils sont en concurrence, on tombe à 15 euros de l'heure, fois 5 élèves, fois 20 heures par prof, ça donne 1500 euros par prof. Ainsi, la concurrence leur a fait perdre 1000 euros globalement. On comprend qu'ils ont tout intérêt à coopérer et à fixer le prix à 25 euros de l'heure. Mais surtout, comment savoir si la coopération va tenir? Pourquoi n'y aurait-il pas un prof qui, une fois l'accord établi, ne passerait pas un coup de fil à toutes les familles pour leur dire qu'il baisse son tarif à 20 euros? Dans ce cas, il récupérerait l'ensemble des 10 familles et gagnerait 20 euros fois 10 élèves fois 20 heures, soit 4000 euros. Soit beaucoup, beaucoup plus que lorsqu'il y avait un accord. 4000 euros, ça paye de belles vacances. Tandis que l'autre, qu'elle appelait la cruche, n'aurait plus que 0 euros. Mais qui dit que l'autre, c'est une cruche? Il est fortement probable qu'il ait fait le même calcul. Et si les deux profs font le même calcul, ils se livrent une concurrence. Et donc on arrive à 15 euros de l'heure. Ils ne gagnent plus que 1500 euros par personne. Ils ont perdu chacun 1000 euros par rapport à la situation où ils n'étaient pas en concurrence. Conclusion, l'incapacité de se faire confiance conduit à une situation de concurrence entre les deux entreprises qui aboutit à une solution qui est collectivement, mais ici collectivement c'est pour les deux entreprises, qui est collectivement la moins bonne. En effet, ils vont gagner, les professeurs, 1500 euros chacun, soit 3000 euros au total. Alors que s'ils s'étaient mis d'accord, ils auraient pu pratiquer un tarif horaire beaucoup plus élevé et auraient gagné 2500 euros plus 2500 euros, c'est-à-dire 5000 euros au total. On appelle ainsi l'équilibre auquel on arrive un équilibre sous-optimal, et parfois, vous verrez, on appelle ça aussi équilibre de Nash, du nom d'un célèbre mathématicien prix Nobel d'économie. Il y a un film qui parle de lui, qui est plutôt intéressant, qui s'appelle Un homme d'exception avec Russell Crowe, vous pouvez le voir. Bon. Surtout, pour conclure, ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est qu'il amène à la manière de réfléchir à comment stabiliser un accord. Qu'auraient dû faire les profs pour que l'accord tienne? Alors souvent, il faut qu'il y ait des mesures de rétorsion, des moyens de pression collectifs. Ce jeu, on l'utilise en économie, on l'utilise en relations internationales, on l'utilise en sciences sociales, parce qu'il a de nombreuses applications.